Alors en effet, je vous parlais de la régulation du système circadien et ce qui a été abordé un tout petit peu juste avant, ce système qui finalement régule notre vie et nos rythmes biologiques. Alors je vais commencer par un petit quiz. Malheureusement, je ne vais pas vous voir répondre chez vous devant votre ordinateur, Ouais, mais je vais peut-être essayer alors. ce petit quiz est un tout petit peu provocateur, de manière à ce que vous puissiez réaliser, pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, que vous savez déjà ce dont on va parler aujourd'hui. Savez-vous que la lumière est indispensable à la vie sur Terre? Je peux imaginer que la plupart des gens vont répondre oui. Savez-vous qu'une horloge circadienne a été découverte dans le cerveau et qu'elle est responsable du sommeil la nuit et de la veille le jour? Circadienne, ça veut dire qu'il marche sur 24 heures. Hein. C'est ça. Il donne un rythme de 24 heures. Là, j'imagine qu'un certain nombre de gens vont se demander d'ailleurs ce que signifie ce mot circadien et peut-être qu'ils vont dire non, je ne savais pas. Savez-vous que la lumière naturelle est le plus puissant synchroniseur de cette horloge et qu'elle induit que les humains sont des animaux diurnes? Elle fait que les humains sont des animaux diurnes. Synchroniseur, c'est-à-dire que c'est une horloge qui a tendance, qui n'est pas tout à fait exacte sur 24 heures, elle a tendance à se décaler et il faut qu'elle se recale. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Hein. La raison pour laquelle je n'ai pas précisé les choses, c'est justement pour permettre aux gens de se rendre compte que savent un certain nombre de choses, mais que ces choses sont très complexes, comme Giovanni l'a dit et comme vous l'avez dit juste auparavant. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ont répondu oui à toutes les questions, alors, vous savez que le travail de nuit n'est pas physiologique. Et comme l'a dit Paul juste avant, nous sommes des animaux diurnes. Et donc, pourquoi les effets sanitaires associés au travail de nuit sont si nombreux? Pour ceux qui n'ont pas répondu oui à toutes ces questions, alors vous pouvez rester pour cette présentation. Bon, je reste, moi. J'avais envie de commencer par cette image parce qu'elle est très importante. Elle montre que... elle rappelle à ceux qui le savent déjà, ou elle apprend à ceux qui ne le savent pas, qu'en 2017, le prix Nobel de physiologie ou de médecine a été attribué à 3 chronobiologistes, donc ces spécialistes qui travaillent sur la rythmicité biologique. Ces 3 individus, alors beaucoup d'autres ont travaillé, mais en tout cas le prix a été attribué à ces 3 individus parce qu'ils ont finalement montré, dans les années 70, à partir de leurs travaux chez la drosophile, une petite mouche, la mouche du vinaigre, et bien que ces rythmes biologiques qu'on observe, qu'on a toujours observés, l'homme de Cro-Magnon savait qu'il existait des rythmes biologiques, puisqu'il ne dormait pas n'importe quand. Eh bien, ces rythmes biologiques dépendent d'un petit groupe de gènes dans notre ADN qui, finalement, expliquent ces rythmes-là. Ces rythmes-là ne dépendent pas de notre environnement, en tout cas pas complètement de notre environnement. Ils dépendent de nos gènes. Alors, on ne va pas regarder ce schéma en détail, mais ce qu'ils ont montré, c'est qu'un petit groupe de gènes, une dizaine, une quinzaine, finalement, vont rythmer, vont être actifs à certains moments, puis inactifs à d'autres. D'autres vont, au contraire, avoir une activité en opposition. Et finalement, eh bien, cette activité-là va produire une oscillation, un rythme. Et ce rythme-là, eh bien, il prend à peu près 24 heures chez toutes les espèces animales qui ont été étudiées jusqu'à maintenant, depuis la bactérie à l'humain, en passant par le champignon, la plante, etc. Donc, les rythmes biologiques de 24 heures, qui sont appelés rythmes circadiens, ont une origine génétique. Alors, ces rythmes-là ont été découverts dans l'horloge biologique qui se trouve dans le cerveau. La première horloge qui a été découverte est localisée dans le cerveau. Alors, mon image est un peu petite, maintenant je me rends compte de la petitesse de cette image. Au cœur du cerveau, il y a 2 petites structures qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. J'ai appelé ça. Noyaux suprachiasmatiques. Voilà, NSC ou SCN, comme vous le verrez sur les images qui suivent. Noyau suprachiasmatique parce qu'il se situe juste au-dessus du chiasme optique. Vous savez peut-être que les yeux envoient l'information aux aires visuelles qui sont à l'arrière du cerveau via 2 nerfs optiques. Et ces nerfs optiques sortent à l'arrière des yeux et puis se croisent et puis vont projeter à l'arrière du cerveau en passant par plusieurs structures. Juste à l'endroit où ils se croisent, ce qu'on appelle le chiasme optique, eh bien, se trouve au-dessus ce noyau suprachiasmatique. Et on va comprendre pourquoi ce noyau, cette horloge est localisée juste au-dessus de ces aires optiques. Et quand on enregistre l'activité de ces noyaux suprachiasmatiques, de cette structure cérébrale, eh bien, on va voir des rythmes qui sont très précis. Ce qu'on voit en haut de cette image, cette oscillation, ça pourrait ressembler à un électrocardiogramme. Mais en fait, c'est l'activité des neurones, l'activité de ces cellules du noyau suprachiasmatique. Et cette activité-là, elle a été enregistrée ici pendant 14 jours, mais l'étude a été poursuivie pendant à peu près 2 ans, et l'observation était la même, c'est-à-dire que la rythmicité était la même. C'était une machine très précise, organisée maintenant, on le sait, par des gènes. Donc la machinerie moléculaire permet très précisément de gouverner ces rythmes avec une périodicité très stable dans le temps. Donc un pic, c'est 24 heures, c'est ça? C'est exactement ça.
Voilà. Un pic toutes les 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pic n'est pas exactement toutes les 24 heures. Si on l'enregistre dans des conditions à l'obscurité ou dans des conditions très particulières où l'environnement n'est pas rythmique, eh bien, la rythmicité va être proche de 24 heures. Plus ou moins 30, 40, 50 minutes. Mais c'est très proche de 24 heures. En moyenne, chez l'humain, on va le voir tout à l'heure, c'est un tout petit peu au-dessus de 24 heures. Et donc, c'est très important parce que, puisqu'elle n'est pas exactement de 24 heures, cette oscillation, eh bien, il faut que dans l'environnement, il existe des mécanismes qui nous permettent de remettre à l'heure cette horloge. Sans quoi, eh bien, on serait totalement décalé. On ne serait pas en phase les uns avec les autres, et puis notre sommeil ne tomberait pas exactement la nuit, mais éventuellement un peu trop tôt ou un peu trop tard. Et donc, l'environnement est très important et a mis en place ce mécanisme de remise à l'heure de l'horloge. On appelle ça la synchronisation, photique parce que c'est par la lumière que ça se produit. Et via l'œil, eh bien, l'horloge biologique va recevoir cette information. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette horloge est localisée à cet endroit dans le cerveau, parce que l'information lumineuse passe par les yeux, elle va arriver au niveau de ce chiasma optique, ce croisement, elle va sortir et va directement renseigner l'horloge. Et par cette information-là, eh bien, l'horloge va être calée parfaitement sur les 24 heures. Et donc, même si on a une horloge qui est un peu en retard ou en avance, eh bien, on va rester parfaitement synchronisé aux 24 heures. C'est grâce à cette information environnementale que notre horloge circadienne reste parfaitement calée aux 24 heures. Et puis, quand l'horloge est calée aux 24 heures, eh bien, elle va permettre d'exprimer un ensemble de rythmes parce que cette structure est connectée à tout un tas de structures cérébrales, extracérébrales. Ici, on en voit au niveau à différentes zones, à différents endroits dans l'organisme. Et lorsque cette horloge est synchronisée, eh bien, les rythmes biologiques qu'elle contrôle vont être exprimés au bon moment. Et on voit ici, par exemple, en rouge, c'est la sécrétion de mélatonine. C'est une hormone qui est sécrétée la nuit. Et elle n'est pas sécrétée la nuit parce qu'on éteint la lumière. Elle est sécrétée la nuit parce que l'horloge déclenche la sécrétion de cette hormone. Si on laisse la lumière allumée, cette hormone sera toujours sécrétée la nuit. De la même manière, la température chute pendant la nuit. Et si elle chute pendant la nuit, ça n'est pas non plus parce qu'on est allongé, c'est parce que l'horloge déclenche la chute de température pendant la nuit. Et la troisième image en bas à droite, c'est la sécrétion de cortisol. C'est une hormone qui est impliquée dans particulièrement la réaction au stress, mais aussi bien d'autres choses. Et cette hormone, elle doit être très très basse avant le coucher, sans quoi on a beaucoup de mal à s'endormir. Un stress avant le coucher va nous empêcher de nous endormir. Et elle va être très élevée le matin, de manière à préparer en quelque sorte l'organisme au premier stress de la journée qu'elle réveille. Et donc, il est important d'être bien calé sur les 24 heures, parce que si on cherche à dormir le jour, et on va en parler tout à l'heure, c'est ce qui se passe pour les travailleurs de nuit, eh bien, on va dormir au mauvais moment, puisque tout ce que l'horloge biologique permet de mettre en place pour synchroniser l'activité, finalement, eh bien, il ne sera pas là au moment où on va chercher à dormir pendant la journée. Alors, cette horloge, elle contrôle un ensemble de rythmes. Cette image, elle est ancienne maintenant. Elle était simple à l'époque, c'était au début des années 2000, parce qu'il y avait peu de rythmes, finalement, qui avaient été découverts comme étant circadiens, c'est-à-dire contrôlés par cette horloge. Il y en a maintenant beaucoup plus. En tout cas, on voit bien que, déjà à l'époque, on avait découvert que le sommeil, évidemment, est directement contrôlé par cette horloge. Le système nerveux autonome, c'est le système cardiovasculaire, fréquence cardiaque et pression artérielle. Les performances cognitives, la raison pour laquelle on est généralement plus intelligent, entre guillemets, de jour que de nuit, eh bien, c'est parce que l'horloge déclenche l'activité cognitive, l'activation des structures impliquées dans la cognition pendant la journée. L'humeur est contrôlée par l'horloge. L'activité motrice et la puissance musculaire sont aussi circadiens. La mémoire, certaines hormones et le cycle cellulaire. On a aussi découvert, et je crois qu'Étienne Chalet va en parler tout à l'heure, bien possiblement, les horloges périphériques qui ont été découvertes dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90, ont aussi évidemment été découvertes et ont un lien avec cette horloge centrale. Donc vous voyez un ensemble de rythmes, et donc on comprend mieux maintenant que lorsqu'on a un trouble de la synchronisation de l'horloge biologique, eh bien on va troubler beaucoup de fonctions, on va troubler beaucoup d'activités physiologiques. Alors le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est cette activité rythmique proche de 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'a observé ? Une des premières observations chez l'humain avait été faite par Michel Siffre, ce spéléologue dont beaucoup ont entendu parler, qui n'était pas un scientifique, mais il voulait expérimenter une condition bien particulière qu'il avait appelée la condition hors du temps. Il voulait voir comment l'organisme se débrouille, comment il gère cette situation dans laquelle on n'a pas de montre, dans laquelle on n'est pas exposé à un cycle lumière-obscurité, dans laquelle on n'est pas en lien direct et constant avec l'environnement,
qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Et il a eu l'intelligence de s'associer avec une équipe de scientifiques qui le suivaient et de médecins qui, eux, étaient à la surface. Donc il est descendu dans une grotte, j'ai oublié de le préciser. Il est descendu dans une grotte la première fois en 1962 et il y a passé 62 jours. 100 mètres sous terre, 0 degré. Donc ça demandait beaucoup de courage ou un peu de folie, peut-être les deux, pour réussir à rester motivé pour aller jusqu'au bout de son expérience. Et la contrainte qui s'était donnée, c'était je vais me coucher uniquement quand j'ai très sommeil et j'ai la sensation que c'est ma nuit. Je m'interdis les siestes. Et je téléphone à la surface lorsque je vais me coucher. Et lorsque je me réveille et que je considère que j'ai terminé ma nuit, eh bien, je me lève et je téléphone à la surface. De ce fait, il évitait les siestes qui auraient pu perturber cette observation et il ne se permettait que des nuits, finalement, de sommeil. Et regardez ce qui s'est passé. Ce qu'on voit ici, c'est chaque ligne, chaque petit carré jaune représente la période de sommeil au cours des 62 jours et chaque bloc est superposé à celui qui précède. On voit le premier jour que Michel Siff se couchait aux environs de 22 heures, si on descend ce premier épisode vers la ligne du bas qui représente l'heure. Et puis il s'est levé vers à peu près 8 heures du matin. La nuit suivante, on voit qu'il s'est couché un petit peu plus tard, etc., etc., etc. Vous voyez qu'au fur et à mesure, au cours des 62 jours, eh bien, le cycle de sommeil de Michel Siff s'est décalé. Et donc, Michel Siff, mais en fait, c'est assez général. Tous les humains ont une horloge biologique qui est calée sur davantage que 24 heures. Exactement, ouais. Exactement. Là, ce que ça nous montre très clairement, cette image, et c'est absolument superbe, hein, ça nous montre que la vitesse de l'horloge, la période, on dit, de Michel Siff, de l'horloge circadienne de Michel Siff, elle n'est pas de 24 heures. Son horloge n'est pas calée aux 24 heures. La Terre continue de tourner, la lumière à l'extérieur continue d'être présente pendant le jour et absente pendant la nuit. Bref, la température change encore à l'extérieur de sa grotte. Pour autant, dans sa grotte, en l'absence de cet environnement rythmique, eh bien l'horloge de Michel Siff continue à fonctionner. Elle n'est pas cassée, l'horloge, mais elle n'est plus calée sur les 24 heures. Elle n'est plus remise à l'heure tous les jours par l'environnement. Et sur 24h30, c'est ça, quelque chose comme ça ? C'est exactement ça. Si on trace une ligne à travers ces épisodes de sommeil, eh bien on va mesurer que la période de Michel Siff, elle est de 24h30. Donc tous les jours, en moyenne, son horloge se décale de 30 minutes et va déclencher un coucher plus tardif, un lever plus tardif, ces rythmes de température et de mélatonine plus tardifs de 30 minutes. C'est l'horloge qui est décalée parce que rien dans l'environnement ne lui permet finalement de se synchroniser à la journée de 24 heures. Alors on a évidemment depuis l'expérience de Michel Siff beaucoup travaillé, beaucoup avancé en chronobiologie et on a nous-mêmes participé à une étude dans laquelle on a placé des individus, 157 personnes, dans des conditions proches de celles de Michel Siff, dans la mesure où les conditions lumineuses... Peut-être pas les 0 degrés, peut-être pas à 100 mètres sous terre. C'est ça, c'était proche de 50 mètres en altitude, enfin au-dessus de la surface de la Terre, puisque c'était dans un bâtiment, tout en haut, dans une zone très spécifique qui permet d'étudier ce qu'on appelle l'organisme dans des conditions d'isolation temporelle. Il est impossible de savoir si c'est le jour ou la nuit, quelle heure il est. Les personnels sont formés de manière à, évidemment, ne pas porter de montre et ne pas informer la personne que c'est plutôt le matin ou la nuit. On mesure un certain nombre de paramètres qui nous permettent de mesurer finalement l'activité de cette horloge. Et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'il existe une distribution, c'est-à-dire qu'on va avoir des individus qui ont une horloge rapide et puis des individus qui vont avoir une horloge lente. Entre les deux, eh bien, on va trouver qu'en moyenne, la vitesse de l'horloge chez l'humain, chez ces 157 humains, entre 20 ans et 80 ans de mémoire, eh bien, elle est de 24,15. 24,15, c'est 24 heures et 10 minutes. Donc, en moyenne, chez l'humain, si rien dans l'environnement ne permet de synchroniser cette horloge, eh bien, on va se décaler de 10 minutes par jour. Mais ça, c'est en moyenne, et ça ne veut rien dire à l'échelle individuelle, bien sûr, parce que vous voyez que certains individus ont une vitesse d'horloge de 24h30, comme Michel Siff. Mais très peu. Michel Siff, c'est quelqu'un qui a une horloge très tardive. On a d'autres individus qui, au contraire, auront une horloge à 23h30. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Eh bien, ça nous montre que ces individus qui ont une période courte, eh bien, leur horloge a tendance à avancer tous les jours. Ce sont généralement les couches-tôt lève-tôt. Les couches-tôt lève-tôt sont génétiquement programmées pour se coucher tôt et se lever tôt, parce que leur horloge a une rapidité qui leur permet finalement de se coucher plus tôt. Et c'est ce qu'on appelle en médecine du sommeil des chronotypes du matin. On va en parler tout à l'heure, et Giovanni l'a évoqué. Les chronotypes du matin qui sont ceux qui, justement, ont beaucoup de mal à faire du travail de nuit, parce que leur horloge fait tout pour induire un coucher et un lever précoce.
Et donc si on leur demande de travailler la nuit, ça va évidemment totalement à l'encontre de ce que leur demande leur horloge. Et puis ceux qui ont une horloge longue, une période longue, eh bien, ils ont une horloge qui est en retard. Ce sont des couches-tard et on les appelle les chronotypes du soir. Donc vous voyez que la biologie finalement va gouverner le fait qu'on ait un chronotype du matin ou un chronotype du soir. C'est aussi impacté et influencé par l'environnement, mais c'est en grande majorité contrôlé par notre horloge biologique endogène. Alors j'ai entendu un jour cette phrase qui m'a beaucoup amusé, donc je vous la lis. C'est une dame dans le métro, passionnée par ce qu'elle disait à sa voisine, qui disait... Vous qui avez entendu ça ? Oui. Ah d'accord, un témoignage. C'est un témoignage. Une dame qui disait, moi c'est mon rythme biologique, je ne peux jamais me coucher avant 1h du matin. Et tu sais, j'ai entendu parler d'une étude selon laquelle les gens intelligents ne peuvent pas se coucher tôt. Bah voyons. Et c'est évidemment très drôle parce qu'on a un peu tendance à penser dans nos sociétés modernes que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein, que si on est capable de se coucher tard et de se lever tôt, de dormir peu, alors c'est une bonne chose. On est plus productif, plus heureux, plus intelligent, on sera plus riche et plus heureux dans la vie. Évidemment, toutes les études qui se sont intéressées à cette question, il n'y en a pas tant que ça, montrent que ça n'est pas le cas. Ce qui est important, c'est de vivre en phase avec sa propre horloge biologique. C'est ça qui est important. Et ça permet de dire qu'en effet, ces chronotypes, donc cette dame, et on ne sait pas d'ailleurs si elle est couche-tard ou lève-tôt, lève-tard, on sait maintenant que les chronotypes se répartissent entre ce qu'on appelle les couches-tôt, les chronotypes du matin. Classiquement, ce sont ceux qui se couchent avant 23h, quelquefois se couchent à 22h, 21h ou même 20h. Et puis les couches-tard, ce sont les autres qui se couchent en général après 23h, quelquefois 1h, 2h, voire 3h ou 4h. Et puis les intermédiaires, c'est entre 80 et 90% de la population. Eh bien, ce sont, population de ceux qui travaillent de jour, bien sûr, ce sont ni les couches-tôt ni les couches-tard. Et classiquement, en moyenne, en France et dans la plupart des pays industrialisés, le sommeil a lieu entre 23h et 7h du matin. Alors, l'horloge est synchronisée aux 24 heures par la lumière. Comment ça fonctionne ? Alors ça, c'est une étude qui montre pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de lumière. On l'a vu pour Michel Siffre, il avait un petit peu de lumière. Hein, dans sa grotte, il n'était pas à l'obscurité, il avait une lampe frontale, plusieurs lampes frontales. C'était une lumière artificielle, hein, lumière artificielle de faible intensité, et qui choisissait lui-même d'allumer et d'éteindre en fonction de ses heures de sommeil et de réveil. Là, c'est une étude qui a été faite chez l'écureuil volant. Il a été placé à l'obscurité pendant 25 jours ici. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit à peu près ce qui se passe chez Michel Siffre. C'est-à-dire que la période d'activité, chaque ligne représente une journée, et puis on a 25 lignes superposées. Là, si on regarde la première ligne, eh bien on voit qu'au bout de cette première ligne à droite, on a des petits traits plus gras, plus épais, qui montrent les périodes d'activité de cet animal. Donc on voit qu'il est actif dans la deuxième partie de la journée. Le jour 2, on voit que son activité démarre un peu plus tôt, se termine un peu plus tôt, etc. Donc il se passe comme chez Michel Siffre, une dérive de son cycle veille-sommeil. Et donc chez cet animal, eh bien, la période de cette horloge, de son horloge, elle est, elle, de moins de 24 heures. Alors on peut le calculer très simplement comme on l'a fait chez Michel Siffre. On a un décalage, on voit la ligne là, petite ligne pointillée qui passe à travers le début d'activité de cet animal. Et puis on va calculer qu'en 14 jours, il y a eu une avance de 9 heures. Il s'est finalement mis à bouger, à être actif 9 heures plus tôt qu'au bout que les 24 jours précédents. Et 9 heures sur 24 9 heures divisé par 24 donne 22 minutes par jour. La période de cet animal est de 24 heures moins 22 minutes, c'est-à-dire 23 heures et 38 minutes. Donc il y a, comme chez l'humain, des animaux qui ont une période courte. La plupart des animaux nocturnes ont une horloge qui est plus courte que 24 heures, d'un peu moins de 24 heures. Chez l'aveugle, il se passe un peu la même chose. Il se passe d'ailleurs exactement la même chose. Ah, c'est une question justement qui vous est posée par un participant sur le chat et qui dit voilà, comment ça se passe pour les aveugles ? Il se passe ça, c'est-à-dire l'aveugle, alors ça c'est un aveugle qui a été énucléé, quelquefois pour des raisons ophtalmologiques ou esthétiques. Énucléé, c'est-à-dire on a enlevé carrément le globe oculaire. C'est ça. Pour des raisons esthétiques ou ophtalmologiques, médicales, quelquefois le globe oculaire est enlevé. Et donc on peut imaginer maintenant, vous savez, qu'en l'absence de l'œil, eh bien, l'horloge ne va plus recevoir ce signal de l'environnement et donc ne sera plus synchronisée. Et en effet, c'est ce qui se passe chez cet individu. Ici, on voit 3 épisodes, jours 1, 8 et 15, pendant lesquels le participant est venu au laboratoire et sa mélatonine a été mesurée. La mélatonine est cette hormone qui, normalement, est sécrétée la nuit chez ceux qui sont travailleurs de jour, en tout cas, et qui sont bien synchronisés aux 24 heures. On voit chez cet aveugle, le premier jour, eh bien, sa mélatonine, elle tombe à peu près la nuit. La nuit, c'est la période grisée.
Le jour 8, on voit que la mélatonine est encore un peu sécrétée la nuit, mais elle est un petit peu en retard par rapport à la fois précédente. Et le jour 15, eh bien, on voit que la mélatonine est encore sécrétée, il y a toujours un rythme, mais le début de sa sécrétion démarre un peu plus tard. Et là, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a un décalage progressif de la position de la sécrétion de mélatonine. Et chez cette période, on va calculer que eh bien, l'horloge prend à peu près 40 minutes de retard. La période de cette personne est de 24 heures et 40 minutes. Ça explique d'ailleurs pourquoi ces aveugles souvent vont consulter leur médecin, qui n'y prête pas nécessairement attention parce qu'il n'a pas forcément été formé à la médecine du sommeil, en tout cas à la chronobiologie, en disant je ne comprends pas ce qui se passe, je dors très bien pendant 2, 3, 4, 5 jours, et puis ensuite je dors très mal pendant 3 mois ou 2 mois. Ah oui. Eh bien c'est pour ça. C'est parce que l'horloge, elle va continuer son petit bonhomme de chemin, et on va très très bien dormir quand la nuit biologique va tomber en phase avec la nuit solaire. Et là, on pourra très très bien dormir, parce que l'horloge va déclencher le sommeil pendant la nuit solaire. C'est ça. Mais ensuite, l'horloge va continuer à dériver. Cette personne, elle cherche quand même toujours tous les soirs, par exemple, parce que certains, oui, la plupart, oui. Donc, ils essaient de dormir avec le temps social, je dirais. Exactement. Mais ça vient en contravention, si je puis dire, avec leur rythme naturel. Exactement. Ils cherchent à vivre encore en phase avec la société, parce qu'il faut aller faire les courses, et ils n'y arrivent pas. etc. Il faut bouger, il y a de la famille éventuellement. Alors, une personne comme ça, comment est-ce qu'on peut recaler son horloge biologique? On va en parler un tout petit peu tout à l'heure. Ouais, on va en parler un tout petit peu. Et donc, il y a cette dérive qui explique ces troubles du sommeil récurrents chez l'aveugle. Alors, ce qu'on a appris au cours des 18 dernières années, très spécifiquement, c'est que l'œil ne sert pas qu'à voir. Pendant très très longtemps, on a considéré que l'œil, c'était pour la vision. Et quand on était aveugle, on avait un problème de vision. On ne pensait pas qu'on avait un problème de rythme biologique et de sommeil, etc. Et ce qu'on a appris, c'est que l'œil ne sert pas qu'à voir. Pourquoi? Parce que non seulement il existe des cônes et des bâtonnets, ces structures qui nous permettent de voir les couleurs, pour les cônes, de voir dans des conditions de très faible lumière pour les bâtonnets. Mais il existe une nouvelle cellule. Alors nouvelle, non, il existe une cellule que personne n'avait découverte encore, que les cônes et les bâtonnets ont découvert il y a plus de 100 ans, et personne n'avait vu cette nouvelle cellule, cette cellule qui s'appelle la cellule à mélanopsine. Cellule à mélanopsine. Voilà, on appelle ça mélanopsine. Et la partie, voilà, mais la mélanopsine, c'est ce petit pigment qui est dans cette cellule, qui rend cette cellule sensible. C'était 2002. 2002, d'accord. La démonstration, en tout cas, que cette cellule-là était connectée à notre horloge. 99, la première démonstration qu'il existait un pigment sensible à cette lumière spécifique bleue. Et cette mélanopsine, dans ces cellules ganglionnaires de la rétine, eh bien, elle ne va pas aller renseigner les structures visuelles. Elle n'est pas impliquée dans la vision, en tout cas, pas dans la vision consciente. Mais elle va être connectée via des voies, des chemins anatomiques qu'on appelle donc non visuels, puisqu'ils ne sont pas impliqués dans la vision, vers des structures non visuelles, comme l'horloge biologique, le noyau suprachiasmatique dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça a été une découverte qui a bouleversé en fait notre communauté, parce qu'on avait enfin découvert une cellule qui est la cellule qui permet de resynchroniser l'horloge, de remettre l'horloge à l'heure. Et donc à partir de là, beaucoup de travail a été fait, et c'est ce qui fait que notre domaine est très actif, parce qu'on découvre 2002 à l'échelle de la découverte scientifique et de la médecine, c'est hier. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir justement pour pouvoir proposer des solutions, en particulier aux travailleurs de nuit. Ce qu'on sait, c'est que l'effet de la lumière l'effet de la lumière qui est perçu, va dépendre de plusieurs choses. Ça dépend de l'intensité lumineuse, ça c'est classique. Plus classique en biologie et en médecine, plus le stimulus qu'on va donner est intense et plus la réponse sera importante. Ça va dépendre de la durée de l'exposition, ça c'est aussi classique. Plus la durée est longue et plus l'effet sera important. Et ça va dépendre aussi de l'heure de l'exposition. Et ça, c'est pas classique en biologie et en médecine. Selon l'heure à laquelle on est exposé à cette lumière, eh bien, l'effet ne va pas être le même. L'effet pourra même être l'inverse de celui qu'on a à une autre heure. On va le voir juste après. Et puis, l'effet dépend de la longueur d'onde. Et ça, c'est classique, par exemple, en pharmacologie. L'effet qu'on va obtenir avec une molécule ne sera pas le même que celui qu'on va obtenir avec une autre molécule, parce que cette molécule ne va pas aller agir au même endroit dans l'organisme. Là, c'est la même chose. La longueur d'onde lumineuse, la couleur, va avoir des effets qui sont différents, parce que les récepteurs qui sont dans notre rétine ne sont pas sensibles aux mêmes couleurs. Et donc, on va voir ça maintenant un petit peu en détail. Juste avant de vous montrer comment ces effets de la lumière qui dépendent de ces différents facteurs, juste pour vous montrer ce qu'on appelle finalement la remise à l'heure de l'horloge, la désynchronisation, la synchronisation, ces termes un peu barbares. Comment est-ce qu'est-ce qu'ils signifient exactement? Alors pour ça, cette image montre chez quelqu'un qui est venu au laboratoire pendant une dizaine de jours, chez qui on a réalisé des prélèvements sanguins toutes les 30 minutes. Il avait un petit cathéter, il n'était pas piqué à chaque fois, heureusement, sans quoi il serait parti en courant avant la fin de l'étude. Et on voit chaque ligne, jour 1,
montre cette sécrétion de mélatonine, cette courbe de sécrétion de mélatonine. On voit qu'elle a lieu, la sécrétion de mélatonine, pendant la nuit. C'est la barre noire qui est juste en dessous de chaque jour. On voit le jour 2, la mélatonine est sécrétée au même moment, jour 3 aussi. Donc on a là quelqu'un qui est bien synchronisé, c'est un travailleur de jour, c'était un étudiant en l'occurrence, et il a une mélatonine nocturne. Sa sécrétion débute à 22 h. C'est le petit trait vertical noir. Le jour 4, on l'a exposé à de la lumière. 6h30 de lumière en début de nuit. 10 000 lux. 10 000 lux, c'est l'intensité qu'on perçoit par exemple le matin et le coucher, au lever et au coucher du soleil. C'est ça à peu près cette intensité. On a 100 000 lux par ciel bleu pendant la journée. Donc 10 000 lux, c'est très intense pour une exposition dans une pièce, dans un bâtiment, mais ça reste tout à fait modeste. Ce qu'on voit, c'est que cette exposition à la lumière va complètement empêcher la libération de cette mélatonine. Elle est complètement inhibée par cette lumière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe les jours d'après. Regardez les profils de mélatonine, ces courbes, jour 5, 6, 7, 8, on voit que les courbes ont la même allure, la même largeur, la même hauteur, mais au lieu de démarrer à 22 h, la sécrétion de mélatonine démarre à 1 h. Donc cette exposition à la lumière qu'on a faite en début de nuit, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a retardé l'horloge circadienne de 3 heures. On a bien remis à l'heure, on a changé d'heure. On a retardé de 3 heures, et donc en faisant ça, eh bien, on retarde tout ce qui est contrôlé par l'horloge. La sécrétion de mélatonine est retardée de 3 heures, le début du sommeil est retardé de 3 heures, le lever est retardé de 3 heures, la chute de température, le cortisol, etc. Tous ces rythmes qui sont contrôlés par l'horloge sont décalés de 3 heures parce que là, on a retardé l'horloge de 3 heures par cette exposition à la lumière. Alors, pour vous donner cette idée de l'effet de la lumière qui change selon l'heure à laquelle on aperçoit, et c'est là tout le problème finalement du travailleur de nuit, c'est cette image vous montre ce qu'on observe alors chez quelqu'un, comme on vient de le voir, qui est bien synchronisé aux 24 heures, on a une mélatonine nocturne. Lorsqu'on l'expose à la lumière le soir ou en début de nuit, comme on vient de le voir, on va retarder l'horloge. Et puis, si on l'expose le matin à la lumière, on va avancer l'horloge. Et donc, c'est l'exposition qu'on va percevoir au cours des 24 heures, pendant toute la journée, le soir, le matin, à cause de ces effets opposés, eh bien, ça va permettre la synchronisation de l'horloge parce que ça va la retarder, puis l'avancer, puis la retarder. Et globalement, au cours de la journée, au cours du temps, au cours des jours, si l'exposition à la lumière est appropriée, eh bien, on va avoir une horloge qui est bien synchronisée, qui va permettre le sommeil nocturne, la mélatonine nocturne, etc. La courbe que les scientifiques ont produite, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle une courbe de réponse de phase. Alors, on la parcourt très très rapidement. En fait, ce qu'elle montre, elle montre bien ces effets qui sont très différents. On voit que entre 17 h, regardez l'axe des horaires en haut, entre 12 h et 24 h, sur 2 jours, entre 17 h en moyenne et 5 h du matin, la lumière retarde l'horloge. Alors qu'entre 5 h du matin et 17 h, la lumière avance l'horloge. Ça, c'est en moyenne. Et quand vous dites la lumière, c'est toute lumière, artificielle et naturelle? C'est une bonne question. On va voir en détail ça tout à l'heure. C'est toute lumière. Il s'avère que maintenant, on sait que c'est toute lumière. D'accord. Mais que l'effet dépend de l'intensité et de sa qualité. La qualité, on va voir en détail ce point. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui dort la nuit. Eh bien, vous voyez que quelqu'un qui dort la nuit, il a une partie de sa courbe à gauche qui va retarder l'horloge. Cette lumière qu'il reçoit avant le coucher retarde son horloge. Et puis, la lumière qu'il perçoit le matin, dès le réveil, va avancer son horloge. Et c'est ça qui pose le problème au travail de nuit, parce que, regardez quelqu'un qui dort pendant la journée. Eh bien, cette courbe-là de sensibilité de son horloge, elle est complètement dévoilée. Elle est exposée de manière complètement différente, anormale, aphysiologique, aнаturelle. Ça n'est pas naturel d'être exposé à la lumière pendant la nuit. Regardez ce qui se passe. Globalement, ça va conduire à un retard de l'horloge biologique. Sauf que ça n'est pas tout à fait le cas, on va le voir, parce que dans la vraie vie, on n'est pas dans un laboratoire et on s'expose ou pas à de la lumière, à plus ou moins de lumière plus ou moins riche, en bleu ou en rouge, des expositions courtes, des expositions longues. On va faire des siestes, bref, ça va être très différent. Ça, c'est quelqu'un qui dormirait, par exemple, entre 8 h et 16 h. Ça, c'est quelqu'un qui dormirait plutôt entre midi et 19 h ou 20 h, parce qu'il choisirait de se coucher plus tard, ou parce que son environnement, sa famille, peut-être, ne lui permettrait pas de se coucher avant midi. Ça, c'est quelqu'un qui aurait un sommeil très court. En moyenne, Giovanni l'a dit, on perd entre 1 à 4 heures de sommeil par nuit quand on est travailleur de nuit. Donc là, quelqu'un qui aurait un sommeil plutôt de 5 heures, vous voyez que sa courbe d'exposition serait très différente. Là, c'est quelqu'un qui aurait une sieste avant d'aller à son poste de travail et qui dormirait peu le matin. Donc vous voyez bien que
tout un chacun va avoir une exposition à la lumière très différente. Et c'est ça qui va expliquer que certains, finalement, vont réussir à rester à peu près bien calés malgré le travail de nuit, et donc vont peut-être avoir moins de troubles, en tout cas, vont dire qu'ils ont moins de troubles. Ils ne vont pas toujours le dire qu'ils en ont. Mais d'autres vont avoir de grosses difficultés à cause de cette spécificité de l'effet de la lumière qui dépend de l'horaire. Cette courbe-là montre que l'effet dépend de la couleur, de la qualité de la lumière. Elle est un peu compliquée, mais elle montre que dans notre rétine, on a 3 types de récepteurs qui nous permettent de voir les couleurs, les cônes. On a des cônes sensibles au bleu, des cônes sensibles au vert et des cônes sensibles au rouge. Ces 3 cônes font qu'on a ce qu'on appelle une vision trichromatique qui nous permet de voir le monde en couleur. Relativement bien, mais certains papillons ont jusqu'à 12 cônes, donc on n'est pas non plus les meilleurs. Hein. Et cette courbe pointillée bleue montre que ça, c'est la sensibilité de cette mélanopsine dont on a parlé. Ces cellules qui renseignent l'horloge ont une sensibilité très particulière. Ce n'est pas n'importe quelle couleur. Ce n'est pas le rouge, c'est peu le vert, c'est le bleu. À 480 nm, c'est le bleu du ciel, on va dire. Donc ce qui nous intéresse pour recaler, c'est ce bleu-là auquel est sensible cette mélanopsine. Exactement, exactement, oui. Et donc, et on sait maintenant que la sensibilité de notre horloge dépend principalement de cette mélanopsine. Donc vous comprenez qu'on a, cette information supplémentaire n'est pas importante, on a un œil qui nous permet à la fois d'être efficace pour le système visuel, à la fois efficace pour l'horloge, mais que l'efficacité va dépendre finalement de la couleur qu'on va percevoir, de la qualité de la lumière qu'on va recevoir. Est-ce que la sensibilité, quelle est la sensibilité de cette horloge à l'intensité lumineuse? Quelle intensité il faut? Quelle intensité faudrait recommander? Eh bien, on a plusieurs équipes dans le monde ont travaillé sur ce sujet. On a nous-mêmes travaillé récemment sur ce sujet. Finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que, eh bien, vraisemblablement, les effets de la lumière s'observent à des niveaux très 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 bas, bien plus bas que ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant. Il ne faut pas s'exposer à la lumière solaire pour avoir des effets sur l'horloge. La lumière de nos en intensité. En intensité. Oui, c'est ça. La lumière de nos smartphones a un effet sur notre horloge. La lumière de nos téléviseurs, la lumière de notre lampe de cuisine, de notre lampe de chevet, ont des effets sur notre horloge biologique. Et donc c'est bien toute la lumière à laquelle on est exposé au cours des 24 heures qui va déterminer l'état de synchronisation de notre horloge et qui va expliquer que certains eh bien, vont être très très couche-tard, lève-tard, que d'autres vont être très très couche-tôt, lève-tôt, alors que biologiquement, eh bien, si l'exposition à la lumière était complètement appropriée, eh bien, il serait bien calé sur le 24 heures. Mais cette sensibilité très importante à des niveaux de lumière faibles va expliquer dans certains cas pourquoi les gens seront décalés. Et évidemment, pour le travailleur de nuit, c'est évidemment la grosse difficulté, c'est ça, c'est puisqu'on est tellement sensible à la lumière, eh bien, le profil reçu au cours des 24 heures va être très perturbant puisque ces horaires d'exposition chez le travailleur de nuit sont incompatibles finalement avec la synchronisation de l'horloge. Alors, le travail de nuit est ce qu'on appelle le trouble du rythme circadien du sommeil qui est observé dans le travail de nuit. Est un type spécifique qui a été catégorisé dans les troubles des rythmes circadiens du sommeil. On l'appelle le type travail posté. Il est malheureusement classique, il s'observe chez à peu près 50% des travailleurs de nuit. Certains, finalement, ne semblent pas éprouver de difficultés. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Giovanni a évoqué quelques pistes. En tout cas, 50% rapportent des troubles. Donc c'est malheureusement très classique. L'horloge biologique est impliquée aussi dans d'autres troubles, certaines dépressions, des troubles du sommeil dans le vieillissement, dans certaines neurodégénérescences, certaines hypersomnolences et certains cancers sont, semble-t-il, liés à une perturbation de notre horloge biologique. Et puis, pour revenir à la question de la lumière, eh bien, à chaque fois qu'il y a une petite étoile à côté d'un trouble qui est indiqué ici, eh bien, c'est le signe que certaines études ont été menées dans ce domaine et ont montré que la lumière pouvait être efficace et resynchroniser l'horloge biologique. Lorsqu'on est en retard, on s'expose à la lumière le matin. Lorsqu'on est en avance, on s'expose à la lumière le soir, etc. Dans le travail posté, on va le voir. En laboratoire, on arrive très très bien à resynchroniser l'horloge biologique d'un travailleur posté, d'un travailleur de nuit. Mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Le dernier point de base, c'est les rythmes exprimés au bon moment. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, ces rythmes-là, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'horloge est un chef d'orchestre, qu'elle permet finalement d'exprimer les fonctions biologiques au bon moment. La nuit, il faut que la température soit basse, que la mélatonine soit élevée,
que le cortisol soit bas en début de nuit et que la production urinaire soit basse. Tout ça, ça sera favorable au sommeil. Et le jour, eh bien, dès lors que la température sera élevée, que la mélatonine sera basse et le cortisol élevé, ça, ce sera favorable à l'éveil. Donc là, l'horloge, elle doit être vue comme finalement permettant de synchroniser toutes les activités de manière à ce que la veille soit exprimée au bon moment, le sommeil soit exprimé au bon moment. Et quand l'horloge n'est pas bien synchronisée au cycle jour-nuit, ou bien au cycle veille-sommeil, ben c'est la cacophonie, pour reprendre l'image du chef d'orchestre, c'est-à-dire les rythmes ne sont pas exprimés au bon moment et surtout entre eux, ils vont être décalés. Ça montre cette courbe. Alors je vais afficher, on ne la voit pas bien, montre l'activité, montre que finalement le sommeil, il n'est possible réellement que la nuit. Il est possible, en tout cas, avec une bonne qualité, que la nuit biologique. Globalement, aux heures habituelles de coucher, pendant la nuit solaire, c'est là que le sommeil sera le plus efficace, le plus intense et de plus longue durée. Si on dort de jour, eh bien, on ne voit pas très bien sur cette courbe, je ne vais pas vous le montrer, mais lorsqu'on va dormir de jour, eh bien, on va dormir à un moment où l'horloge l'horloge va promouvoir l'éveil. Donc très clairement, l'horloge ne sera pas notre allié à ce moment-là. L'horloge va tout mettre en œuvre d'un point de vue physiologique pour activer la vigilance. Pareil pour la vigilance et l'addition, et les performances cognitives, elles sont optimales pendant la journée. Si on cherche à dormir pendant la journée, eh bien on va dormir à un moment où la vigilance est très élevée, où les processus cognitifs sont très élevés. Donc généralement, ça va permettre, ces gens qui se couchent pendant la journée le savent bien, de cogiter, éventuellement de créer de l'insomnie, parce que finalement, on n'arrive pas à calmer cette activité cognitive quand on essaie de dormir pendant la journée. Et puis, je crois qu'Étienne Chalais va en parler tout à l'heure. Évidemment, là, je vais présenter une vision simplifiée du système circadien, mais il n'y a pas qu'une horloge. Il y en a un nombre très élevé à tous les endroits de l'organisme. Plusieurs horloges. Plusieurs horloges. On les appelle les horloges périphériques, elles sont en périphérie. Mais il y en a aussi dans le cerveau, donc elles sont globalement réparties dans l'ensemble de l'organisme. Et ça montre à quel point, finalement, il est important de bien synchroniser cette horloge biologique. Donc ces points-là, on peut les passer. Alors la dernière partie, c'est sur la lumière et le travail de nuit. Pourquoi finalement le travail de nuit ne permet pas la synchronisation de l'horloge biologique? Eh bien parce que l'exposition à la lumière n'est pas stable et elle est surtout au mauvais moment. La courbe qui est en bas à gauche vous montre l'exposition à la lumière d'un individu qui travaille de jour ou bien qui est en repos. Et on voit une oscillation. La lumière est élevée pendant la journée, elle est nulle pendant la nuit, élevée la journée suivante, nulle pendant la nuit suivante. Bref, on voit un rythme lumière-obscurité qui est prédictif et très stable. En haut, c'est quelqu'un qui effectue des postes de nuit, puis va être en pause, puis va être en poste de nuit. On voit bien qu'on n'a pas du tout cette régularité de l'exposition à la lumière. Même chose en haut à droite et en bas à droite. On a des rythmes d'exposition à la lumière qui sont très instables et qui finalement expliquent totalement le problème du travailleur de nuit. Le travail de nuit, ce n'est pas un problème de manque de lumière, c'est un problème de cycle de lumière-obscurité. L'horaire n'est pas le bon, la régularité n'existe pas, et donc ça crée cette impossibilité pour l'horloge de se synchroniser finalement à ce travail de nuit. Une étude qui avait beaucoup fait parler d'elle était celle de Marie Dumont, qui a suivi d'ailleurs une étude de Laurence Weibel qui avait montré un résultat très proche chez des travailleurs de nuit qu'elle avait fait venir au laboratoire à Strasbourg. Cette étude de Marie Dumont, elle montre sur un groupe d'infirmières, 30 infirmières qui effectuaient du travail de nuit uniquement. Il n'y avait pas de poste rotatif, pas de matin, pas de soir, avec que de la nuit, 8 heures de nuit. Certaines depuis 2 ans, 3 ans, certaines depuis 20 ans. Donc il y avait bien une stabilité du travail de nuit. Et elle a mesuré, Marie Dumont, la mélatonine. Voilà ici, chaque profil de mélatonine chez ces 30 femmes sont superposés. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que chez 73% de ces infirmières, la mélatonine est sécrétée la nuit, pendant le poste de travail. Ah oui. Donc, alors que c'est l'hormone entre guillemets du sommeil. Absolument. Ouais. Donc voilà, l'horloge, chez 73% de ces infirmières, elle reste synchronisée au travail de jour. Mais elles font du travail de nuit. Donc ça explique bien la difficulté à rester actif, ça explique le problème de somnolence, d'hypovigilance pendant le poste. Puis le matin, quand elles vont se coucher, eh bien elles vont se coucher lorsque l'horloge, elle a terminé sa nuit. Elle cherche à promouvoir l'éveil. Donc ça explique pourquoi le sommeil est de mauvaise qualité. L'activité cognitive, etc. Ouais. Exactement. On voit aussi dans son étude que 10% des infirmières sont avancées, encore pire pour elles. Elles ont encore plus de difficultés à rester éveillées pendant le poste, encore plus de difficultés à dormir pendant la journée. Et seulement 18% finalement sont synchronisés. Seulement 18%. Synchronisés, ça veut dire que
Leur mélatonine est sécrétée le matin. Le matin quand elles dorment. Exactement. Ah oui. Ça va leur permettre un sommeil de bonne qualité. Elles vont dormir pendant leur nuit biologique, qui finalement a été retardée, décalée, en phase avec leur travail finalement de nuit. 18%, c'est moins de 1 sur 5 qui ont une horloge synchronisée. Ah oui. Ça explique ça, le problème. Et d'ailleurs, quand on voit ces chiffres qui ont été reproduits dans d'autres études, on ne comprend pas très bien pourquoi seulement un travailleur de nuit sur 2 finalement éprouve des problèmes de sommeil. C'est sans doute vraisemblablement plus. Il y a sans doute une sous-déclaration, pour différentes raisons, Giovanni en a évoqué quelques-unes, de ce problème-là. Donc même après plusieurs années de travail de nuit, l'horloge n'est pas synchronisée dans la grande majorité des cas. Est-ce que j'ai encore peut-être 2 minutes pour... J'en prie, bien sûr. Ouais. Cette étude-là a été faite en laboratoire. La question qui se posait, c'était finalement, est-ce qu'il existe des conditions qui permettraient de synchroniser le travailleur de nuit? Est-ce que finalement, au bout d'un certain temps, on arriverait à caler cette horloge? Et chez ce travailleur... L'horloge, finalement, soit, entre guillemets, consciente du fait que la nuit, on est actif et que c'est le matin qu'il faut dormir. C'est ça. Ouais. Et donc, cette étude qui a été faite par une équipe anglaise a montré que lorsqu'on propose ce type de cycle veille-sommeil à des individus en laboratoire, on leur fait faire 6 jours de jour et puis 6 postes de nuit. Et ce petit point noir représente la mélatonine. Donc on voit que lorsque les individus font du travail de jour, la mélatonine est sécrétée de nuit. Donc c'est bien. Lorsqu'ensuite, pendant 6 jours, ils vont faire du travail de nuit, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mélatonine, elle reste sécrétée pendant la nuit. Ça confirme ce que Marie Dumont a montré. Le sommeil a lieu pendant la journée biologique et ça ne fonctionne pas très bien. Combien de temps faut-il? Eh bien, c'est cette étude-là qui a pu le montrer. Lorsqu'on met des individus dans ce type de profil, on leur fait faire un poste du matin et ensuite un poste de nuit pendant 15 jours. C'est de la nuit pendant 15 jours. C'est-à-dire sans week-end, sans pause. En réalité, ce sont des gens qui étaient qui reproduisent l'activité qui existe sur les plateformes pétrolières ou surtout lorsqu'on est au-dessus du cercle polaire, eh bien, va présenter des expositions lumineuses très très faibles pendant la journée, donc qui permettent finalement à ces individus de travailler pendant la nuit, et même quand ils sont en pause, ils restent actifs pendant la nuit et dorment pendant le jour. Ça leur permet de se synchroniser. Et on voit ici dans cette étude qu'il faut environ 10 jours pour permettre à l'horloge de se synchroniser. C'est très très long, 10 jours. Ça montre à quel point l'horloge n'est pas si flexible, et sa flexibilité sans doute diminue en plus avec le vieillissement. Donc il faut beaucoup de temps à l'horloge pour se synchroniser. Ça explique pourquoi ça n'est pas possible, même chez ceux qui font du travail de nuit régulier, parce que eh bien, ces épisodes de nuit vont être évidemment, c'est le mot anglais qui me vient, vont avoir des moments où, lorsque ces personnes seront en pause et en week-end, on va avoir une vie normale de jour et qui va finalement empêcher cette synchronisation. Et puis le dernier point, c'est lorsqu'on a des rotations, ici c'est des rotations rapides, 3 postes de matin, 3 postes d'après-midi, 3 postes de nuit, eh bien l'horloge elle ne bouge pas, elle ne se synchronise pas du tout. Donc la synchronisation n'est pas possible, ça n'est pas une option. Les études qui ont été faites ont cherché à augmenter l'intensité lumineuse pendant le poste de travail, avec l'idée que si on expose en début de poste, on va retarder l'horloge. Est-ce que ça fonctionne, ça, en laboratoire? Eh bien, on le voit ici, c'est 3 semaines de nuit qui ont été imposées à des participants dans une étude en laboratoire. Ils recevaient 150 lux de lumière pendant leur poste de travail. 150 lux, ça représente quoi? C'est ce qu'on a dans nos cuisines classiquement. D'accord. Après le coucher du soleil, on a à peu près 150 lux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe... alors, croyez-moi, on ne va pas rentrer en détail du graphique, mais la mélatonine va se décaler chez à peu près 1 personne sur 2. Ça veut dire que ça ne marche pas très bien, ça. Hein. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, dont on a parlé tout à l'heure. 1 personne sur 2, après 3 semaines de poste de nuit, va avoir une... Avec cette forte lumière, entre guillemets forte. Avec cette modeste lumière. Ah, modeste. 150 lux, c'est modeste. 150 lux, c'est une lumière d'une cuisine. Ça va amener seulement 50% des gens à être synchronisés. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on leur propose 2000 lux? 2000. Donc 2000 lux, ça reste très inférieur à ce qu'on reçoit le matin au lever du jour, c'est 10 000 lux, je vous rappelle, mais c'est plus intense. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, cette fois-ci, le résultat montre que c'est 100% des individus qui sont synchronisés au travail de nuit, au bout de 3 semaines en laboratoire. Synchronisé au travail de nuit, il faut bien se comprendre. Ça veut dire qu'effectivement, une personne qui n'est pas en travail posté rotatif, mais en travail de nuit, on lui met beaucoup de lumière, elle vit avec beaucoup de lumière, et son horloge va considérer que
elle se trouve effectivement le jour, ce qui signifie que cette horloge va pouvoir déterminer que la nuit, c'est plus tard au moment de la nuit. Enfin, donc, il y aura une synchronisation entre mon activité nocturne, le fait que je dors, et puis le fait que, effectivement, mon corps, ma biologie, agit comme si c'était la nuit, finalement. C'est exactement ça. C'est-à-dire cette exposition à la lumière. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal quand même. Hein. C'est ça que l'étude montre. C'est-à-dire cette exposition à la lumière intense pendant la nuit, si on le fait de manière régulière pendant tous les postes de nuit, elle va permettre à l'horloge de se retarder progressivement. On remet l'horloge à l'heure avec ça. Ce serait plutôt bénéfique pour absolument bénéfique. Pour la personne. Ça montre très bien là, dans ces situations-là, l'horloge se synchronise, le travail sera fait dans des conditions de journée biologique, donc de manière très efficace et très heureuse. Donc finalement. Pas de somnolence, je me sens bien. Pas de somnolence, pas plus de somnolence que pour un travailleur de jour pendant le jour. Ça. Voilà. Et donc c'est très favorable. Il y a eu beaucoup Ça marche pas avec tout le monde, hein, quand même. On va le voir juste après là. 2000, ça, ouais. On va le voir juste après. C'est exactement ça. Évidemment, vous avez bonne question parce que il y a beaucoup d'évidences qui montrent qu'en laboratoire, lorsqu'on fait ce genre de choses, on resynchronise l'horloge. Ça marche. On sait maintenant qu'un individu a besoin d'être retardé de 2 ou 3 heures. On sait comment faire, quelle intensité, quelle durée, etc. En moyenne, ça va demander quelques itérations éventuellement, mais c'est ce qu'on utilise en clinique de sommeil pour traiter ces troubles du cycle veille-sommeil. Beaucoup d'études, quelques difficultés, évidemment, parce que dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Giovanni l'a dit aussi tout à l'heure. Il y a des modulateurs de la synchronisation de cette horloge. Dans la vraie vie, on n'est pas en laboratoire. On n'est pas exposé pendant 6h30 à une certaine lumière à un moment donné. On est exposé à 24 heures de lumière et d'obscurité. Et donc, ça va déjouer finalement tout ce qu'on aurait pu imaginer et mettre en place éventuellement quand on met en place des pratiques. Ou presque. Pour les individus qui sont des chronotypes du soir, ça va marcher très bien. Ce type d'augmentation de la lumière pendant le poste de travail va très bien fonctionner chez ceux qui sont du soir. Ça va très mal fonctionner chez ceux qui sont du matin, en moyenne. Ça pourra même être contre-productif, c'est-à-dire ça va les avancer encore plus. Contre-productif, ah oui. Ça va faire l'inverse de ce qu'on cherche à faire. Wow. Par ailleurs, ces études-là qui ont été faites en laboratoire doivent être reproduites dans les conditions de vie réelles parce qu'il faut qu'on comprenne maintenant. La découverte de ces cellules et comment est-ce qu'elles sont activées, elle date de 2002, ces cellules qui permettent de renseigner l'horloge biologique. Donc il y a beaucoup de travail à accomplir encore. Et donc on a besoin de travailler encore là-dessus pour proposer des solutions ciblées, Giovanni l'a dit, on appelle la médecine personnalisée. On est couche-tard, lève-tard, on n'a pas les mêmes besoins qu'un couche-tôt, lève-tôt. On est une femme, on est un homme, on est jeune, on est plus âgé, on a des enfants, on a un emploi du temps très rigide ou un emploi du temps très flexible. Les solutions ne sont pas les mêmes, ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc il faut beaucoup encore travailler sur ces aspects-là. Et je me suis permis de mettre une petite parenthèse, nous contacter, tous ceux qui sont intéressés par ces aspects-là qui peuvent nous contacter. On va démarrer une étude très prochainement, on a besoin d'individus, d'entreprises, etc. qui pourraient être intéressés par ce type de travail. Nous, c'est le centre de recherche en neurosciences de Lyon. Absolument, parce qu'il faut qu'on comprenne mieux comment pouvoir aider la totalité de ces travailleurs de nuit s'ils le souhaitent. Tous ne le souhaitent pas. Conclusion, rapidement, l'humain est un animal diurne. Le travail de nuit est péjoratif pour la santé, il n'est pas naturel. La désynchronisation de l'horloge est impliquée dans les troubles. Les approches lumineuses sont efficaces lorsque l'horloge perçoit la lumière au bon moment. Je résume. En pratique, la resynchronisation de l'horloge elle est compatible avec un poste de longue durée, mais elle est très difficile à mettre en œuvre avec les postes alternants, les horaires alternants. La proposition actuelle, c'est de viser la situation la moins pire. On sait que le travail de nuit, c'est un problème, de toute façon. Ouais, on n'est pas fait pour ça. C'est ça. Donc il faut trouver la solution la moins pire. Comment est-ce qu'on va faire? Une solution qui est actuellement envisagée au niveau international, c'est de réaliser ce qu'on appelle des synchronisations intermédiaires. On n'est ni vraiment bien synchronisé au travail de nuit, ni vraiment bien synchronisé au travail de jour, mais on sera synchronisé à une situation un petit peu entre les deux, qui va permettre de réduire les troubles pendant le poste de nuit et en même temps de permettre une activité avec sa famille lorsqu'on est en week-end ou en pause de bonne qualité. Et donc les recommandations actuelles sont d'augmenter la vigilance durant le poste de travail et d'optimiser le sommeil pendant le jour. C'est une combinaison de plus de lumière pendant le poste de travail, de port de lunettes de soleil après le poste de travail, au retour à la maison, avant le sommeil, sauf en situation de conduite, et on pourra peut-être y revenir, sommeil à l'obscurité totale, et des siestes, combiner l'utilisation de siestes avant le poste ou durant le poste si c'est possible. Ces recommandations-là sont favorables finalement à une augmentation de la vigilance pendant le poste de nuit et un meilleur sommeil pendant la journée. Voilà.
Je m'arrête là. Pour ceux qui sont intéressés, Consensus Chronobiologie est publié. N'hésitez pas à parcourir ces images que vous pourrez consulter, je crois, après. Merci. Bon, c'est parfait, on a beaucoup de temps. Merci beaucoup Claude Gronfier. Puis on a du temps pour vos questions que je vais prendre. Donc effectivement, on a cette horloge biologique, on a ce temps interne qui est donné par nos noyaux suprachiasmatiques à l'intérieur du cerveau qui donne un rythme. Et donc vous m'avez dit que l'idéal c'est de vivre en phase avec son horloge biologique si c'est possible. Donc suivre son rythme naturel. Encore faut-il se recaler tous les jours puisque notre horloge, elle ne fait pas exactement 24 heures. Et notamment, pour cela, notre œil est sensible au bleu. C'est le bleu, vous avez dit, c'est le bleu du ciel, finalement, qui va permettre de recaler. Alors, encore faut-il que ce bleu du ciel, on le voit au bon moment. Au moment, en particulier, le matin, c'est là où l'horloge biologique dit « Ah, c'est là qu'est le matin. » On est bien d'accord jusqu'ici, oui. D'accord. Donc, avec le travail de nuit, on a tout faux, finalement, puisqu'on perturbe tout cela et ce rythme exact. Et néanmoins, on a réussi à faire en sorte que, à faire en sorte que les gens soient bien calés et effectivement que leur biologie soit celle de quelqu'un qui est actif le jour et puis que effectivement la nuit que leur biologie soit celle de quelqu'un d'actif la nuit quand ils sont actifs effectivement et puis que le matin effectivement au moment où ils vont dormir finalement que leur corps leur dise effectivement c'est le moment de dormir avec la mélatonine qui augmente, le cortisol, la baisse de la température corporelle. Alors beaucoup de questions pour vous. On vous demande par exemple, qu'en est-il des gens exposés à la lumière artificielle sur toute la journée de travail, par exemple quand ils sont dans un bureau sans fenêtre? Alors, je ne sais pas si ces gens-là ils sont exposés à la lumière artificielle la nuit ou le jour, mais là on dit la journée de travail, ce qui laisse penser pendant le jour, quoi. Oui. Alors, ça va dépendre là encore de beaucoup de choses. Il y a eu quelques études intéressantes qui se sont intéressées à ça, c'est-à-dire les gens qui vivent dans ce qu'on appelle des bureaux aveugles, sans fenêtre, exposés à la lumière artificielle. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces situations? Eh bien, pendant la durée de travail, et d'ailleurs que ce soit pendant la journée ou la nuit, on a le même phénomène, c'est-à-dire on a une vigilance qui est moins bonne, globalement, et on va avoir éventuellement des troubles du sommeil pendant la nuit. Une équipe parisienne, l'équipe de Damien Léger, s'intéressait à cette question. Il se demandait comment est-ce que finalement le fait d'être exposé à de la lumière artificielle ou bien des lumières solaires pendant le poste de travail pouvait avoir cet impact-là. Et il a suivi, je crois, 16 000 personnes de la RATP qui étaient soit des conducteurs ou des techniciens en surface ou bien souterrain, métro versus RER bus par exemple. Et ce qu'il observait, c'est qu'il y avait un lien évident entre ceux qui étaient exposés uniquement à la lumière artificielle avaient plus de troubles du sommeil que les autres. Pour la vigilance, c'est la même chose. On a vu ces effets de la lumière, finalement, non seulement ils permettent de resynchroniser l'horloge et de permettre à cette horloge d'être bien calée, mais en plus, ils ont un double, un triple, un quadruple effet, c'est-à-dire cette lumière-là, elle va optimiser cet éveil pendant la journée en activant des structures qui sont directement impliquées dans la cognition, dans la mémoire, dans le bien-être. La lumière va aussi avoir un effet sur ces structures et donc la lumière, plus elle est intense et de qualité, plus elle va permettre finalement d'être totalement éveillé, on pourrait dire, alors que sans quoi, avec des lumières plus faibles, moins intenses et moins riches en bleu finalement dont on a parlé, eh bien l'éveil ne sera pas d'aussi bonne qualité. J'ai beaucoup d'opérateurs de production travaillant sur pupitres de suivi des conduites exposés à la lumière bleue des écrans de contrôle. Quel conseil pour le poste de nuit et avec cette utilisation obligatoire d'un écran de contrôle? Est-ce qu'on peut réduire l'intensité de la lumière sur l'écran, mettre un filtre à la lumière bleue? Alors nos téléphones, d'ailleurs, quand on les regarde la nuit, la lumière devient un petit peu plus rouge. Voilà, pour certains, oui, pour ceux qui ont cette option-là, on peut effectivement l'activer et ce sera intéressant pour ceux qui souhaitent dormir la nuit, le fait de s'exposer à son téléphone qui a une lumière plus jaune, plus orangée. C'est efficace, ça, à votre avis? Il y a quelques études qui montrent c'est efficace, ça va dans le bon sens. Et il y a justement quelques études qui ont bien quantifié ça et ça va dans le bon sens. Ça permet finalement de raccourcir ce qu'on appelle la latence de sommeil. On dort plus rapidement, on s'endort plus rapidement. Sans quoi, avec cet écran de smartphone, on va retarder son endormissement. Alors les écrans de contrôle, là? Alors les écrans de contrôle, tout dépend de quand est-ce qu'on va les percevoir. Quelqu'un qui travaille pendant la journée devant des écrans de contrôle, c'est une très bonne chose, parce que ça participe à son exposition à la lumière. Là, c'est quelqu'un qui est sur ce même écran de contrôle, mais la nuit.
si quelqu'un est devant cet écran pendant la nuit, eh bien, s'il est travailleur de nuit, ça va participer finalement à l'augmentation d'exposition à la lumière qui est nécessaire pour permettre une augmentation de la vigilance. Donc ça va dans le bon sens. La seule limite serait des gens qui auraient des troubles oculaires, par exemple, ou qui auraient beaucoup de gêne. Certains écrans sont très brillants, peuvent être très éblouissants. Là, il faudrait éventuellement moduler cet éclairement-là. Mais s'il n'y a pas de gêne... Il dit, est-ce que je réduis l'intensité? Est-ce que je mets un filtre à la lumière bleue? Alors, s'il n'y a pas de gêne visuelle, le conseil serait de ne pas en mettre. Parce pas que mettre d'écran de pas mettre de filtre, non. Pourquoi? Parce que cette exposition à la lumière la nuit sera très utile, très intéressante pour augmenter la vigilance. Voilà, c'est ça qu'il faut bien pendant le poste de nuit. Figurer. Donc là, ce sera une très bonne chose. On a intérêt plutôt à ce qu'il y ait pas mal de lumière la nuit, c'est le contraire. Absolument. Il faut qu'il y ait de la lumière la nuit pour la vigilance, pour que l'horloge biologique se dise on est bien le jour. Exactement. Et ça semble presque contre-intuitif. Les gens se disent oula, c'est la nuit. Donc je réduis la lumière. Voilà, c'est ça. Un, ils se disent ça, mais deux, les animaux diurnes sont photophobes la nuit. On n'aime pas voir la lumière pendant la nuit. Donc on est en plus influencé par notre biologie. Donc on a tendance la nuit à baisser la lumière. On a tendance à baisser la lumière. Alors qu'on ne devrait pas finalement, il faudrait... Comme on vient de le voir, dès lors qu'on sait que cette lumière va être nécessaire pour augmenter la vigilance sans qu'on risque d'avoir des troubles, de s'endormir, d'avoir des accidents, eh bien il faut au contraire... augmenter l'exposition à la lumière pendant le poste de nuit. Il faut augmenter l'exposition à la lumière pendant le poste de nuit. Ça, c'est un des conseils importants qu'on va donner aujourd'hui. Autre question, que se passe-t-il pour le travailleur de nuit quand il part en vacances? Est-ce qu'il doit privilégier de petites durées pour ne pas se désynchroniser? Alors, tout dans la nature nous pousse à être des animaux diurnes. Donc si on est un travailleur de nuit, quand on est en pause et quand on est en vacances, eh bien, il faut redevenir un animal diurne, totalement. On va reprendre le rythme de sa famille, etc. Il faut reprendre son rythme le plus vite possible, parce que ça va permettre très vite de récupérer de sa dette de sommeil. Comme on l'a dit tout à l'heure, la dette de sommeil est très élevée chez les travailleurs de nuit. La dette de sommeil, c'est ce qui s'accumule au cours du temps, parce qu'on dort finalement mal, on dort peu. C'est ça. Et finalement, ça a des influences sur la fatigue, l'humeur, et puis sur la santé. Et sur la santé, sur le métabolisme dont Étienne va parler tout à l'heure. Le travailleur de nuit qui perd 1 à 2 heures de sommeil par nuit, c'est énorme. Par période de sommeil, par jour, ouais. Eh bien, au bout de 5 jours, il a perdu 10 heures, entre 5 et 10 heures. Entre 5 et 10 heures, on pourrait se dire, oui, mais quand on va être en pause, en week-end, on va récupérer. En fait, non, on ne récupère pas. On va récupérer 1 ou 2 heures, mais pas 5 à 10 heures. Donc cette dette, elle se cumule et elle ne se dissipe jamais en réalité. Est-ce que ça conduit à un vieillissement accéléré, comme on l'entend quelquefois? Est-ce que ça conduit à une accélération des troubles? Oui, pour la deuxième partie de la question, mais en tout cas, c'est très délétère. On sait maintenant que la dette de sommeil cumulée est très délétère. Donc, pour la question de cette personne qui se demande ce qu'elle doit faire en dehors de son poste, vivre comme un animal diurne, maximum de lumière pendant la journée, pour avoir un maximum de sommeil pendant la nuit et récupérer très très vite. Voilà. Alors, j'ai une question, une clarification. Bonjour, je ne comprends pas. J'ai cru comprendre que le docteur Costa préconisait des rotations rapides. Alors que M. Gronfier semble dire l'inverse, le docteur Gronfier semble dire l'inverse. Moi, je n'ai pas cru comprendre qu'il parlait de rotation rapide. Au contraire, il disait qu'il fallait au moins 11 heures entre 2 rotations, si je ne me trompe pas. Alors moi, je n'ai pas justement présenté d'informations sur les rotations. Non. Je vous ai montré que quand on fait des rotations de poste, ici dans le cas que j'avais montré, c'était des rotations rapides, l'horloge ne se synchronise pas. À l'heure actuelle... Donc elle est un peu anarchique? Non, elle reste calée au travail de jour. Ah d'accord, c'est ça. Et pourquoi? Parce que quand on fait des postes rapides, des postes de nuit, des postes du matin, des postes du soir, le plus puissant synchroniseur, c'est la lumière solaire. La lumière solaire, elle ne change pas. Elle n'est disponible que pendant la journée. Ouais. Donc tout nous pousse à rester des animaux diurnes. Donc que les rotations soient rapides ou lentes, en termes d'effet sur l'horloge, globalement, ce sera le même effet. Il faut ajouter qu'il y a peu d'études, et trop peu d'études encore de bonne qualité, pour pouvoir préconiser des rotations rapides ou des rotations lentes. Le travail de l'ANSES, le rapport de 2016 que vous avez cité, l'a conclu. Ce qui a été proposé, c'est de faire beaucoup de recherches sur ce travail-là, de manière à mieux comprendre dans quelle situation il faudrait mieux utiliser des postes de type rotation horaire,
des postes de type rotation anti-horaire, etc. Donc pour vous, il faut réfléchir là-dessus, mais le docteur Costa lui dit qu'il faut privilégier quand même le retard de phase. C'est-à-dire, je travaille un matin, un jour, mais le lendemain, c'est l'après-midi. Ensuite, c'est la nuit, mais pas la suivante, celle d'après, etc. Oui. Mettre pas mal d'espace parce qu'il a dit, voilà, sinon on n'a que 8 heures entre le trajet chez soi, on a 4 heures pour dormir, manger, et puis ensuite, il faut repartir tout de suite au travail. Ça, c'est la très bonne recommandation à formuler pour optimiser le sommeil. Voilà, ça va optimiser le sommeil. C'est ça. Mais ça va optimiser le sommeil, principalement des couches tard, lève tard. Ceux chez qui l'horloge a tendance à prendre du retard, ces rotations dans ce sens-là, elles vont aller dans le bon sens. Par contre, si on est couche tôt, lève tôt, ces rotations-là vont être très délétères. D'accord. Donc ça va dépendre. Alors évidemment, 75% de la population, on le pense, a tendance à être plutôt couche tard, lève tard. Donc ça va dans le sens de la population générale. Mais chaque individu n'est pas la population générale, donc ça ne marchera pas toujours. Et ça pourrait être très contre-productif. Mais moi, je suis dans une entreprise, je suis dans un hôpital, je dois faire une organisation. L'organisation doit être la même pour tout le monde. Je ne vais pas commencer à faire un atelier avec des couches tôt, lève tôt aussi. Je vais faire ça. Je pense qu'il faut que notre société se pose la question. D'accord. Giovanni a évoqué c'est-à-dire pistes tout à l'heure. D'avoir des solutions en fonction des types, des chronos, comment les appelez-vous, des chronotypes. Il va falloir que la société se pose la question. Les chronobiologistes se sont déjà posé cette question-là. Il faut que les dirigeants maintenant se la posent et que les scientifiques travaillent justement à comprendre mieux ces phénomènes-là pour pouvoir proposer des pistes. On propose des traitements médicaux qui dépendent de chaque maladie. Oui. On doit proposer une organisation du travail qui dépend des individus. Alors évidemment, on ne va pas proposer, on n'est pas en train de traiter une maladie là, mais ceux chez qui on a des troubles du sommeil, ceux chez qui il y a un risque accru de développer des cancers, des troubles du métabolisme, des troubles cardiovasculaires, ce sont des individus qui sont en situation de risque, en situation de mort prématurée. Donc il faut se dire que, attention, là on n'est pas en train de jouer avec un employé, on est en train de jouer avec la santé de cet employé. Et donc très clairement, il faut que la société se pose la question de comment est-ce qu'on gère ce problème. Jusqu'à maintenant, elle ne l'a pas fait. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été pris en compte. Et donc il faut trouver des solutions ensemble, en mettant en commun à la fois ceux qui gèrent l'organisation du travail, ceux qui ont cette connaissance des effets sur la santé, et puis ceux qui peuvent proposer des pistes. Donc très clairement, il y a besoin d'œuvrer pour réflire à cette situation-là. Donc, plutôt augmenter l'intensité lumineuse sur le poste de travail pour maintenir la vigilance, parce qu'on a justement, on a des écrans de contrôle, on a des patients dont il faut s'occuper, etc. On a une responsabilité. Diminuer tout ce qui est accidents et blessures. Ensuite, quand on rentre chez soi pour dormir, c'est le jour, mais on essaie de se mettre le plus possible dans l'obscurité. C'est ça. Vous confirmez, n'est-ce pas? Alors, vous parliez des lunettes de soleil. Est-ce qu'une bonne idée, ce serait... parce que finalement, quand je rentre chez moi après mon travail de nuit, c'est peut-être le jour où je vois le soleil se lever. Et justement, je ne vais pas réussir... mon corps va se dire, c'est le jour, sois actif, alors que c'est le moment où je vais aller dormir. Donc, une bonne idée, est-ce que c'est de mettre des lunettes de soleil? Vous disiez, attention, les lunettes de soleil. Oui, mais attention. Oui, alors, ce que les études montrent, y compris les plus récentes qui datent de l'année dernière, 2020, montre que les infirmières, parce que beaucoup d'infirmières ont été étudiées, elles sont très intéressées justement pour participer à ce type d'études, les infirmières qui sont les mieux synchronisées au travail de nuit sont celles qui sont le plus exposées à la lumière pendant la journée, celles qui sont le plus exposées à la lumière pendant leur poste de travail, la nuit. Donc la nuit. Celles qui sont le moins exposées à la lumière le matin quand elles rentrent à la maison. D'accord. Et celles qui sont à l'obscurité pendant leur sommeil de jour. Ça montre les points qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire que l'augmentation de la lumière pendant le poste de travail va permettre à l'horloge de se décaler, de se retarder et de permettre ce sommeil de jour. Le problème, c'est que cette exposition à la lumière le matin, quand on rentre à la maison, elle n'a qu'une envie, c'est avancer l'horloge. Donc c'est contre-productif cette exposition à la lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser une diminution de l'exposition à la lumière en rentrant à la maison, sauf dans un cas, lorsqu'on est conducteur de véhicules, scooter, voiture, eh bien, cette diminution d'exposition à la lumière risque d'être contre-productive. Si on met des lunettes noires. Si on met des lunettes noires, des lunettes de soleil, pour conduire, ça risque d'être contre-productif parce qu'en fin de poste de travail, la pression de sommeil est très élevée. Les gens ont envie d'aller dormir. Oui. Si on supprime cette exposition à la lumière, qui est très activatrice, qui est très hyper vigilante, eh bien, on risque d'induire
des endormissements au volant. Voilà, c'est ça. Donc dans ces situations de conduite, il ne faut pas utiliser de lunettes de soleil. Donc qu'effectivement, la bonne idée, c'est de mettre des lunettes de soleil quand on rentre chez soi après le travail, parce que ça favorise l'endormissement, ça favorise le fait de dire au cerveau, oui, tu ne rêves pas, c'est bien maintenant le moment de dormir. Mais attention, parce que justement, on va induire une forme de somnolence qui, voilà, quand on est en train de conduire, peut être dangereuse. Voilà, on a à la fois les avantages et les effets. Chez ceux qui doivent rentrer à la maison rapidement, enfin qui doivent rentrer à la maison pour se coucher et qui ne sont pas au volant, c'est la recommandation. Il faut mettre ses lunettes de soleil au retour, ça sera très favorable à l'endormissement rapide et un sommeil de meilleure qualité. Pour ceux qui vont conduire, on ne va pas les recommander parce qu'il y a un risque chez ces gens-là. Claude Gronfier, est-ce qu'on sous-estime, à votre avis, le problème qui est posé par le travail de nuit? Oui, ouais. On le sous-estime. Il est mal pris en compte à l'heure actuelle par nos sociétés, par nos dirigeants, par ceux qui vont être responsables de l'emploi du temps des travailleurs de nuit. On sait bien que la multiplicité des dérogations au Code du travail font que le travail de nuit qui devrait rester exceptionnel ne l'est pas. La société n'a pas besoin de fabriquer des chaussures en pleine nuit, par exemple. Donc c'est mal pris en compte. Les problèmes sanitaires qui sont vécus par les travailleurs de nuit, finalement, sont gérés par les travailleurs de nuit eux-mêmes, dans leur fort intérieur et avec leur famille, leurs troubles sanitaires. Les employeurs, dans certains cas, ne souhaitent pas les voir ou en entendre parler, donc il va falloir changer cette vision-là. Parce qu'on peut avoir des solutions aussi. Je veux dire, si vous arrivez avec, devant un employeur en vous disant, voilà, il y a un réel problème, je rappelle quand même que ça coûte 377 milliards de dollars par an, cette affaire de travail de nuit, hein, dans le monde entier, évidemment. Donc voilà, si on arrive devant les employeurs en leur disant, on peut réduire les accidents, on peut avoir des personnes qui se sentent mieux dans leur vie, avec un meilleur bien-être au travail, peut-être que ça va les inciter quand même, j'espère. Oui, il faut espérer, tout à fait, oui, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et puis un autre point, c'est il y a une sous-estimation du problème et une sous-évaluation du problème. Parce qu'il y a une sous-déclaration, les personnes ne déclarent pas. Voilà, se déclarent pas parce qu'elles ne souhaitent pas qu'on leur retire ce poste. Dans certains cas, il est prévu maintenant dans la loi qu'on propose un poste de jour au salaire équivalent, dans un domaine équivalent à ces travailleurs de nuit qui auraient des troubles de la santé. Il y a une incapacité à s'adapter au travail de nuit. Pour autant, dans certaines entreprises, ce travail de jour équivalent n'existe pas. Oui. Et puis donc voilà, ça crée de la sous-déclaration de la part des employés. Certaines des déclarations qui sont faites finalement sont faites, mais dès lors que l'accident se produit en dehors du poste de travail, ça n'est pas considéré comme un accident lié au travail. Donc c'est pas mis dans la même case. Donc ça n'est pas le problème. Le coût finalement est très sous-évalué évidemment. Le coût est sous-évalué. Le coût est très sous-évalué. On a un accident de la route dans la journée en emmenant ses enfants à l'école ou en allant les chercher parce qu'on était travailleur de nuit et qu'on n'avait pas suffisamment dormi depuis 3 mois. L'employeur ne va pas avoir cette information-là et on ne va pas considérer ça comme un accident lié au travail. Donc il y a en effet un ensemble de choses qui expliquent pourquoi c'est sous-évalué. Donc, et puis un point qui est important, et tous les médecins du travail qui évidemment le savent bien et se battent, c'est il faut trouver des solutions qui sont pragmatiques. À l'heure actuelle, elles sont modestes, ces solutions. Et les recommandations qu'on a faites avec la Société francophone de médecine du sommeil, Société française de recherche et médecine du sommeil, qui visent à justement optimiser l'éclairement, vont dans le bon sens, mais on est encore très sous-efficace. On a besoin de beaucoup plus travailler pour pouvoir proposer des options qui seront pertinentes pour tous. Alors, on connaît les effets tout à fait positifs de la lumière, et notamment, on utilise la photothérapie, on utilise la lumière dans le cas de la dépression saisonnière, dans le cas de l'Alzheimer, dans le cas du Parkinson. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est positif, hein, il y a vraiment des effets tout à fait positifs quand on sait bien utiliser cette lumière. C'est très positif, c'est intéressant parce que ça semble être en réalité du bon sens. Ouais. C'est-à-dire que l'humain, la vie sur Terre a évolué avec de la lumière pendant la journée et de l'obscurité pendant la nuit. Donc, on a eu une adaptation des organismes pour finalement que l'environnement soit bénéfique. Tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et pour ce qui est du cycle veille-sommeil et de l'horloge, eh bien, la lumière pendant la journée va optimiser toute la physiologie
pour que le sommeil soit très bon pendant la nuit et la veille très bonne pendant la journée. Et donc, on a des personnes qui sont dépressives, Alzheimer, Parkinson, et leur horloge biologique est mal calée. Quand on la recale, voilà. Les choses se passent mieux pour elles, c'est ça? Chez ces individus-là, ouais. Dépressifs, ceux qui ont des troubles de type Alzheimer, ou démence sénile, pour ceux qui ont des troubles de type parkinsonien, eh bien, on va avoir une déstructuration de leur cycle veille-sommeil, on va avoir une avance de leur cycle veille-sommeil, et souvent, on va avoir soit un mauvais comportement vis-à-vis de la lumière, soit un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement vis-à-vis de la lumière, c'est-à-dire par exemple, trop de lumière la nuit. Trop de lumière le soir, trop de lumière la nuit, une utilisation des écrans trop importante, ou bien vie pour les patients qui sont atteints d'Alzheimer dans des institutions dans lesquelles l'éclairement est très faible. Ah oui. On se dit, bon, à quoi bon dépenser de l'énergie ou de l'éclairage parce que nos patients ne sont pas en mesure d'apprécier l'éclairage. Ils ne voient pas grand-chose, ils ont une activité cognitive qui est modeste, donc on n'a pas pris conscience de la nécessité de l'éclairage dans ces institutions-là. Et puis souvent, par ailleurs, le comportement qui est associé quand on est dépressif. Typiquement, quelqu'un qui a une Parkinson et qui est dans une espèce d'éclairage artificiel, pas très fort toute la journée, son horloge biologique ne sait plus où elle en est, voilà. et ça va péjorer, comme vous dites parfois, ça va avoir un effet délétère sur ses activités cognitives, sur sa mémoire. Quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer qui est institutionnalisée, quelqu'un qui a une maladie de Parkinson qui n'arrive plus à se déplacer, quelqu'un qui a une dépression, qui a arrêté son travail, qui est à la maison toute la journée. Ces gens-là ne reçoivent pas suffisamment de lumière pendant la journée. On a pensé que c'était l'activité physique qui était lacunaire, mais c'est la lumière la plupart du temps qui est un problème, quelquefois aussi avec l'activité physique. Cette absence de lumière ne va pas activer suffisamment l'horloge biologique pendant la journée, ne va pas bien synchroniser les rythmes. Alors vous donnez de la lumière pendant le jour, quels effets vous produisez vraiment? Ce qui a été vu par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'était une étude qui a été faite chez des individus qui ont été suivis pendant 5 ans. La moitié d'entre eux, environ 500 personnes au total de mémoire, la moitié d'entre eux avaient un éclairement classique qu'on trouve dans ces institutions, et l'autre moitié avait un éclairement qui était multiplié par 4. Ils avaient 1000 lux pendant la journée, au lieu de 250 lux pendant la journée. Et ce qui a été observé, c'est qu'au bout des 5 ans, eh bien, ceux qui avaient plus de lumière avaient un meilleur sommeil de nuit. Les patients atteints d'Alzheimer ont souvent un sommeil très fragmenté. Ils dorment un peu le jour, un peu la nuit, mais jamais vraiment de manière consolidée. Meilleur sommeil de nuit, meilleure vigilance pendant le jour, et puis un ralentissement de leur déclin cognitif. Ce qui montre qu'on agit non seulement au niveau du sommeil, mais aussi au niveau de toutes ces fonctions qui sont contrôlées par l'horloge. Parfait. Bon, merci infiniment Claude Gonfier d'avoir été avec nous.